Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire en ligne pour lequel nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Mario Beauregard qui va nous parler ce soir de neuroplasticité. Alors, euh, oups, je vais vous demander de couper votre micro si c'est possible, si vous n'êtes pas en train de poser une question. Il y aura un espace pour les questions après, bien sûr. Donc, pour éviter là qu'on se superpose au niveau de la voix. Donc, bienvenue à tout le monde. Il est 19h30. Donc, on va commencer ce webinaire qui va durer probablement autour de 1 heure, peut-être 1h15, selon les questions qu'il pourra y avoir. Alors, donc, comme je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mario Beauregard, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Je me présente, moi je m'appelle Nicolas Beffort, je suis le fondateur de l'école Coaching Québec. Et j'ai le plaisir de collaborer avec Mario depuis quelques années déjà pour différentes formations, notamment une formation de praticien en neurosciences appliquées, une formation sur les états élargis de conscience. Et tout récemment, Mario et moi, on échangeait et Mario nous disait que ce serait vraiment intéressant de proposer une mise à jour sur tout ce qui concerne la neuroplasticité, parce que c'est probablement le domaine dans les neurosciences qui a évolué le plus ces dernières années. Et donc, on en est arrivé à la conclusion que ça serait vraiment bon de proposer un atelier, une formation sur le sujet. Hein. Donc, peut-être que vous avez déjà vu qu'on propose une formation en ligne sur le thème de la neuroplasticité. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard ce soir. Et on va proposer également un atelier en classe avec Mario début juin. Et donc l'idée, c'était de proposer un gratuit ce soir pour que Mario puisse nous parler un petit peu du sujet, de la neuroplasticité, de tout l'intérêt qu'il y a à mettre ce sujet à l'avant-scène de l'actualité neuroscientifique et de ce que ça permet, de ce qu'on a découvert. Donc Mario va nous en parler un petit peu, nous donner un peu l'eau à la bouche avec ça. Et puis on va laisser un espace de questions-réponses, évidemment, pour que vous puissiez poser des questions par rapport à ce sujet très vaste. Évidemment, on ne fera pas le tour de toute la question ce soir, mais vous aurez l'occasion de poser des questions, bien entendu. Et on finira la soirée, on va tirer une formation en ligne sur la neuroplasticité aussi parmi quelqu'un qui participe et je vous donnerai des informations évidemment sur la formation si vous voulez aller plus loin, que ce soit la participation en classe ou la formation en ligne. Alors, ben, je suis ravi de vous voir si nombreux. Je vois qu'il y a des gens qui se joignent encore à la soirée. Donc, vous savez aussi que du fait que vous êtes inscrit, vous recevrez un lien avec la rediffusion aussi du webinaire si par la suite vous souhaitez le réécouter. Donc, bah, sans tarder, je vais laisser la parole à Mario, que je vois dans le coin de mon écran. Chez moi, il est dans le coin. Chez vous, je ne sais pas. Mario, je te donne la parole. Bonsoir, Mario. Merci, Nicolas. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je fais au fond, c'est comme une espèce de résumé des points importants de la formation en ligne, mais aussi de l'atelier, là. C'est le même contenu. Donc, pour commencer, je vais vous parler des thèmes qui vont être abordés là, lors de la présentation. Euh, on commence la formation là, ou l'atelier. Comme je le disais, c'est exactement le même contenu. Donc, on va commencer par un petit cours de neurosciences au niveau c'est une présentation là, au niveau des notions élémentaires, des notions de base là, au niveau du neurone et tout ça, les circuits, euh, les spécialisations des différents lobes, etc. Puis, lié à ça, ben, je vais faire l'historique de la neuroplasticité. Et quand on parle de neuroplasticité, ben, il y a différents types de neuroplasticité et il y a toutes sortes de mécanismes aussi qui supportent ce phénomène-là. Donc, on parle de ça aussi dans la formation et on en parlera dans l'atelier également.
j'examine aussi tous les changements cérébraux au cours de la vie. Parce que il y a beaucoup de neuroplasticité, il y a plus de neuroplasticité lorsque l'embryon est en développement, puis au tout début de la vie, mais on conserve quand même les capacités neuroplastiques tout au long de la vie. Ça, c'est intéressant. Les dernières recherches nous montrent ça, même si on en a moins, mais on en a quand même suffisamment. Puis, quand on parle des différents types de neuroplasticité, on peut discriminer entre neuroplasticité qui est positive et neuroplasticité qui est négative. J'aborde aussi la question de la neuroplasticité autodirigée. Donc ça, c'est une forme de neuroplasticité, mais qu'on va comme induire, évoquer de manière consciente, de manière volontaire, en pratiquant certains types d'activités. Il y a toutes sortes de moyens, de techniques pour optimiser son cerveau. Donc, j'ai préparé ce soir une diapositive spécifiquement là-dessus. On va y revenir. Et dans la formation ou l'atelier, je vais également parler d'un concept qui est assez récent, qu'on appelle la neuroamélioration. Ça touche la question du transhumanisme aussi. C'est l'idée qui veut qu'on peut utiliser différents moyens technologiques pour augmenter nos performances sur le plan cognitif, euh, augmenter le bien-être aussi au niveau émotionnel, etc. Les objectifs de la formation, au fond, c'est de transmettre des connaissances de base sur la neuroplasticité. Ça, pour créer la formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une revue complète de la littérature à ce sujet-là dans les dernières années. Et parce que c'est un domaine, comme Nicolas disait, qui est très chaud dans le domaine des neurosciences, donc ça évolue assez rapidement. Un autre objectif, ben, c'est de transmettre des connaissances en lien avec les différentes approches techniques, moyens qui permettent d'optimiser la neuroplasticité. Et finalement, ben, c'est de présenter aussi des concepts assez récents comme la neuroamélioration et comme aussi la philosophie transhumaniste. Donc, dans le domaine des neurosciences, pendant longtemps, depuis la naissance des neurosciences modernes, autour de environ 1860, jusqu'à plus d'un siècle, jusqu'à à peu près la fin des années 90, on croyait que le cerveau adulte, c'était une machine qui était câblée de façon fixe, statique. Donc, ça ne permettait pas de se changer, de se transformer. On pensait que c'était impossible de créer de nouveaux neurones, par exemple. Et on a fini par découvrir, avec les avancées technologiques dans le domaine des neurosciences, en particulier l'imagerie cérébrale chez l'humain, on a fini par se rendre compte que, au contraire, le cerveau, c'était pas du tout une machine statique fixe. Au contraire, le système nerveux, le cerveau en particulier, c'est un système hautement dynamique qui bouge continuellement et le cerveau produit, le cerveau adulte dont je parle, il produit de nouveaux neurones, de, de nouveaux, Aynen. de nouveaux contacts entre aussi les neurones, qu'on appelle les synapses, les contacts synaptiques, de nouveaux réseaux aussi qui relient les neurones entre eux, ce qu'on appelle des réseaux neuronaux, des circuits neuronaux. Ben, on a découvert que ça se modifiait tout ça continuellement en fonction de ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours, euh, en réponse à ce qu'on appelle l'environnement, mais au sens large. Donc, l'environnement par rapport à ce qui se passe à l'extérieur des limites du corps, ce qu'on va ingérer, par exemple, ce qu'on va boire, mais aussi l'environnement interne en termes de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre psyché, en termes de pensée, d'émotion,
d'intention, de croyance, etc. Donc, il y a eu une révolution en neurosciences avec la découverte de la neuroplasticité. Et maintenant, on sait que le cerveau humain adulte et le cerveau des animaux aussi, les mammifères, c'est la même chose. C'est continuellement en train de changer au niveau de la structure, mais aussi au niveau de la fonction. Et ça se manifeste par la création de, comme je le disais, nouveaux neurones, nouvelles connexions synaptiques, nouveaux réseaux neuronaux ou la réorganisation aussi de réseaux anciens. Et ça veut dire qu'au fond, on n'est pas coincé avec le cerveau dont on hérite à la naissance parce qu'on a la capacité de le transformer, de l'optimiser. Euh, il répond continuellement à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, toutes les expériences qu'on vit. Et cette capacité-là de se transformer, c'est vraiment quelque chose, c'est une propriété là, fondamentale du système nerveux, mais qu'on retrouve, comme je le disais, pas simplement chez l'être humain, mais chez toutes les espèces. Et on peut la mesurer à tous les niveaux d'organisation du système nerveux. Donc, on peut voir ça au niveau des moléculaires, au niveau chimique, par exemple. On peut le mesurer au niveau des neurones eux-mêmes, mais aussi au niveau des circuits. Les circuits neuronaux, ils vont créer ce qu'on appelle des assemblées neuronales ou des systèmes cérébraux, par exemple, les systèmes cérébraux dans la mémoire, l'attention, etc. Donc, la neuroplasticité paraît aussi à ces niveaux-là. Puis, on peut la mesurer également lorsqu'on fait de la neuropsychologie. Donc, on peut montrer, par exemple, qu'une certaine intervention, un entraînement, va avoir des effets en utilisant des questionnaires, des échelles pour le mesurer. Puis on peut mesurer aussi l'impact de la neuroplasticité en étudiant le niveau du comportement. On voit comment le comportement change également. Juste pour vous donner une petite idée, là, le cerveau, c'est vraiment quelque chose de... Le cerveau humain, en particulier, c'est vraiment un organe extraordinaire en termes de complexité. Ça contient environ 100 milliards de neurones et en termes du nombre de connexions synaptiques, on évalue actuellement qu'on aurait un quadrillion, c'est-à-dire 10 à la 24 connexions synaptiques dans notre cerveau, ce qui équivaut à peu près au nombre d'étoiles dans tout l'univers. Et les mécanismes de la neuroplasticité, comme je le mentionnais, ben, on les voit à tous les niveaux. Donc, on peut aller regarder au niveau moléculaire, au niveau des neurones. Au niveau des neurones, ben là, on va voir des changements si on mesure l'activité électrique euh, qui vont se manifester pendant parfois des millisecondes. Mais la neuroplasticité, ça implique aussi des changements au niveau de la structure, pas uniquement au niveau de l'activité, du fonctionnement. Donc, on va avoir des changements au niveau de ce qu'on appelle la matière grise. Ça, c'est les neurones eux-mêmes, les corps cellulaires, puis ce qu'on appelle les dendrites. Et il y a des fibres qui relient les neurones entre eux. C'est comme le câblage au niveau électrique qu'on appelle les axones. Ça, c'est la matière blanche. On voit aussi des changements au niveau de la matière blanche. Puis plus on regarde au niveau microscopique, plus on voit beaucoup de neuroplasticité, donc de changements continus au niveau neurochimique, par exemple. Mais si on regarde sur l'ensemble du cerveau, évidemment, il y a quand même une certaine stabilité là, au niveau de la structure là, du cerveau. Donc, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Je vous donne la figure ici, ça vous donne une idée là, de la complexité du cerveau, puis la densité. Donc, ça représente ici, à gauche, dans la figure, on voit 1 mm3 du cerveau chez l'humain. Et là, on voit les axones dont je parlais, les câbles qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Donc là-dedans, il y en a à peu près 130 millions de ces connexions-là.
Donc, imaginez là, toute la complexité, toute l'information qui est acheminée. L'information dans le système nerveux, elle est acheminée sous forme électrique et aussi au niveau des synapses, les points de jonction entre neurones. Ça, c'est au niveau, généralement, c'est au niveau chimique avec des neurotransmetteurs. Donc, excusez-moi, quand on veut catégoriser la neuroplasticité, on peut le faire de différentes façons. Bon, généralement, on va les diviser de la façon qui suit. Il y en a une qui est fonctionnelle. Ça implique des changements au niveau du mode de fonctionnement des neurones, de leur physiologie. Donc, ça peut être manifesté par exemple, une augmentation de la fréquence de décharge des influx nerveux ou une réduction aussi. Ça peut être aussi une modulation au niveau de la quantité de messagers chimiques qui est libérée au niveau des contacts synaptiques, des synapses. Puis, si on regarde à un niveau plus grand, ben, il y a comme je le disais, les réseaux neuronaux, ils sont interconnectés entre eux, ils créent ce qu'on appelle des systèmes cérébraux. Et les réseaux neuronaux, entre eux, communiquent et ils sont synchrones à certains moments, puis ils sont moins à d'autres moments. Mais la neuroplasticité peut faire augmenter, par exemple, le degré de synchronicité entre deux réseaux neuronaux. Et on a, au niveau structurel, des changements aussi. Donc, on a des changements au niveau de, comme je le mentionnais, de la matière grise et de la matière blanche. Donc, ça se traduit par, au niveau de la matière blanche, ben, on a plus de faisceaux, d'axones, qui vont permettre aux neurones de se connecter. Mais on peut aussi avoir plus de matière grise, par exemple, en créant des neurones nouveaux. Et ça, c'est des concepts qui sont associés à la neuroplasticité. Donc, on a ce qu'on appelle de la neurogénèse. La neurogénèse, ben, ça réfère à la naissance et aussi à la prolifération de nouveaux neurones dans le cerveau. La synaptogénèse, ben, ça, c'est la formation de nouvelles synapses. Dendritogénèse, c'est la formation de nouvelles dendrites, donc les dendrites qu'on retrouve là, euh, sur les corps cellulaires des neurones. Puis aussi, on a une autre catégorie de cellules dans le système nerveux qu'on appelle de la glie, donc des cellules gliales. Et dans la neuroplasticité, on voit l'apparition de nouvelles cellules gliales. Les cellules gliales, c'est constitué de matière grasse et ça sert c'est impliqué dans la nutrition pour les neurones. C'est un support aussi. Ça joue différents rôles, mais ça communique aussi directement avec les neurones. Alors, dans l'image qui est présentée ici, ben, ça résume finalement ce que je viens de vous expliquer. C'est tout le spectre de la neuroplasticité et on peut mesurer les différentes manifestations neuroplastiques à l'aide des techniques d'imagerie cérébrale. Donc, si on part de gauche vers la droite, on peut utiliser l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, par exemple, pour voir comment certaines tâches, certains entraînements cognitifs vont aller modifier l'activité dans certaines régions du cerveau, telle ou telle région. Ça, c'est ce qui est illustré. Dans la figure du milieu, au centre, on peut mesurer aussi les transformations au niveau des voies, des faisceaux d'axones. On a des codes couleurs là, au niveau des données statistiques, donc pour évaluer la densité. Donc, c'est là qu'on voit que faire certains types d'apprentissage, ça va amener, par exemple, à augmenter la densité de certains faisceaux d'axones. Et puis, à droite, ben, c'est la morphologie elle-même des neurones, des régions. Donc, on peut aller mesurer les changements de densité, par exemple, au niveau de la matière grise, l'apparition de nouveaux neurones en lien avec des apprentissages nouveaux. Ça, c'est intéressant.
c'est une figure en microscopie électronique, donc c'est grandi là, plusieurs centaines de milliers de fois. Et vous voyez complètement à gauche, c'est un réseau de neurones. Donc, ce qu'on voit finalement, vous voyez qu'il y a, bon, il y a différents filaments. Les filaments, c'est les axones. On voit, il y a un corps, il y a quelques corps cellulaires, là, c'est ce que vous voyez sous forme circulaire. Et il y a quelques contacts entre les axones, des contacts entre les neurones. Ça, c'est avant un entraînement cognitif. Une tâche, par exemple, travailler au niveau attentionnel ou une tâche de mémoire. Et puis, 2 semaines après, dans la figure du milieu, là, on voit que le réseau, parce que ça forme un réseau finalement, on voit que le réseau est un petit peu plus dense, il est un petit peu plus étoffé. Et 2 mois après le début de la stimulation cognitive, de l'entraînement, là, on voit que le réseau est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe, qu'il y a plus d'interconnexions entre les neurones. Et ça, c'est une belle illustration graphique de ce dont on parle quand on parle de neuroplasticité. Ici, c'est l'activation des régions. C'est plus parce qu'on veut ici mesurer comment évolue dans le temps la distribution de la matière grise et la matière blanche dans le cerveau au fil des décennies d'un adulte. Donc, c'est des moyennes statistiques, si on veut. Et si on regarde en haut, à gauche, là, c'est avant l'âge de 1 an, on voit qu'il y a énormément de... La matière grise, vous la voyez au niveau du pourtour du cerveau, si vous regardez surtout au niveau du pourtour. Et à l'intérieur, vous voyez de la matière blanche. Donc, tout ce qui est en blanc, ce sont les axones qui vont aller relier les différentes régions du cerveau entre elles. Donc, vous voyez que la matière grise, si vous regardez au niveau du pourtour, elle diminue de décennie en décennie. Et si on compare un enfant, par exemple, de 10 ans, ou un jeune adulte de 20 ans avec quelqu'un qui a 80 ans, ben, on voit que la densité de la matière grise diminue parce qu'il y a une dégénérescence progressive de la matière grise, des neurones dans le cerveau. Et on voit aussi qu'il y a moins de matière blanche également. Ça, c'est un phénomène normal. C'est l'évolution normale au cours de la vie, mais ça ne tient pas compte de la neuroplasticité. Donc, si on s'entraîne cognitivement, si on consomme certaines substances naturelles pour générer plus de neuroplasticité, on ne suivra pas nécessairement cette tendance-là au niveau statistique, dans la tendance de la moyenne de la population. Et on diminue de beaucoup nos chances de développer des démences, par exemple, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à développer la neuroplasticité. Ça nous permet de faire des apprentissages qui sont plus efficaces. Donc, on arrive à apprendre beaucoup plus facilement, à développer des compétences nouvelles, par exemple. Nos capacités cognitives, par exemple, l'attention, les différentes formes de mémoire, la capacité de raisonnement, de planification, etc. Ça s'améliore aussi. Et si on est victime d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral ou de lésions cérébrales traumatiques suite à un accident, par exemple, la neuroplasticité va faire en sorte qu'on va récupérer plus rapidement et elle permet aussi de recabler nos fonctions cérébrales. Donc, si on a une zone en particulier qui est associée à une modalité sensorielle, ça peut être la vision, l'audition, etc., avec la neuroplasticité, il y a d'autres zones qui vont prendre en charge, prendre en mesure, ils vont prendre le relais. Donc, si la zone du cerveau impliquée dans la vision est affectée, la région spécialisée, par exemple, au niveau de l'audition, peut contribuer à la vision. Et c'est ce qui va arriver. Évidemment, pour ça, il y a une rééducation qu'il faut faire, une réadaptation aussi.
Donc, il y a une neuroplasticité qui est positive et une neuroplasticité qui est négative. La neuroplasticité, c'est un couteau à deux tranchants, finalement. La neuroplasticité négative, ben ça résulte des expériences négatives. Et par expérience négative, qu'est-ce qu'on entend? C'est toutes les expériences qui vont aller affecter ou détruire des neurones et les connexions entre les neurones. Et ça, ça va résulter de quoi? Ben, par exemple, c'est d'être exposé à des toxines pour le système nerveux, comme les drogues, comme l'alcool. Ça peut être les traumatismes cérébraux, les accidents, ça peut être les maladies dégénératives, le stress aussi. Quand le stress est trop intense puis qu'il est trop chronique, qui dure trop longtemps, ça entraîne la destruction de certaines régions dans le cerveau. On sait maintenant il y a des liens statistiques, des corrélations entre l'anxiété, le stress pendant une période de temps trop prolongée et le développement de démence quelques décennies plus tard. Et ce que ça fait, ben, ça entraîne des modifications, la neuroplasticité négative, dans le fonctionnement des structures cérébrales, mais aussi dans leur structure. Donc, il y a une dégénérescence, une perte de neurones, une perte de connexion synaptique, de synapses. Et la neuroplasticité négative, c'est associé à différents troubles, des problématiques comme l'anxiété, la dépression, lorsque ça dure trop longtemps, et aussi le syndrome de stress post-traumatique. Donc, tous les traumas au niveau psychologique génèrent de la neuroplasticité négative. La neuroplasticité autodirigée, c'est de la neuroplasticité qui est positive, mais la neuroplasticité, ça opère de manière mécanique, de manière automatique. Généralement, c'est non conscient. Sauf que la neuroplasticité autodirigée, ça veut dire on va générer volontairement, consciemment, de la neuroplasticité positive en s'entraînant, en pratiquant certaines techniques mentales. Et c'est un concept qui a été présenté au début du nouveau millénaire. Euh, Ça fait déjà une vingtaine d'années. Ça a été proposé d'abord par Dr. Jeffrey Schwartz, avec qui j'ai fait des études. On a travaillé ensemble là-dessus. Dr. Schwartz, c'est un psychiatre un neuropsychiatre qui est basé à l'Université de Californie à Los Angeles. Et Schwartz, il avait pensé qu'on pouvait, c'était une hypothèse à l'époque, mais ça a été démontré depuis avec l'imagerie cérébrale. Il avait l'intuition qu'on pouvait modifier consciemment, intentionnellement, nos activités cérébrales et en contrôlant, par exemple, le faisceau de l'attention, ce sur quoi on porte notre attention, le degré d'intensité aussi de l'intention, etc. Finalement, avec les études, on démontré qu'on pouvait effectivement diriger la plasticité cérébrale dans notre système nerveux, dans nos cerveaux. Et ce qui est illustré ici, c'est une étude de résonance magnétique. C'est de la résonance magnétique structurelle, dans ce cas-ci, anatomique. Puis ce que vous voyez en jaune, c'est une augmentation de matière grise, donc augmentation de la densité des neurones, puis des dendrites là, qui font partie des corps cellulaires des neurones. Et c'est des changements qui sont survenus suite à un entraînement en méditation de pleine conscience pendant 2 mois. C'est une formation qu'on appelle MBSR, là, qui a été créée aux États-Unis. Et dans cette étude-là en particulier, ce qu'on a mesuré, ça a été fait dans un autre laboratoire, ce n'était pas le mien. Mais bon, j'ai fait des études semblables avec des résultats semblables aussi. Donc, dans cette étude-là, on a vu les chercheurs ont vu des augmentations de densité de matière grise dans les régions du cerveau qui étaient impliquées dans l'attention, parce que c'était un programme de méditation pleine conscience, mais aussi dans d'autres fonctions. Ça, c'est super intéressant.
Donc, dans des régions qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire, la gestion des émotions, capacité de réguler nos propres émotions, et l'empathie aussi. Donc, le fait de travailler en pleine conscience au niveau attentionnel a des répercussions positives aussi dans différentes régions du cerveau impliquées dans plein d'autres fonctions que juste l'attention elle-même. Et ça, c'est une autre étude réalisée par une autre équipe aux États-Unis. Ce que vous voyez là, au niveau de la matière blanche, là, donc ce qu'on appelle des coupes de cerveau latérales, sagittales. Et ce que vous voyez, les petits grains colorés, ça, c'est des augmentations de faisceaux d'axones, donc de la matière blanche, après seulement 11 heures de méditation de pleine conscience. Donc, c'est assez. Là, on voit qu'il y a une plasticité assez extraordinaire dans le cerveau humain adulte. Euh, et c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, ça répond, le système nerveux et le cerveau répondent très rapidement à ce qu'on fait, ce qu'on maintient au niveau de la conscience, nos entraînements, etc., nos expériences de manière générale. Alors, dans la formation et l'atelier, je vais examiner tous les différents moyens techniques pour optimiser son cerveau là, grâce à la neuroplasticité. Parce que dans les dernières années, on a découvert qu'il y avait toutes sortes de moyens finalement de Parfait. générer Bah, il n'y a pas de douleur ni rien. Parfait, 100%. Pas de douleur? Non, rien. Même pas de douleur. Ok, alors, non, non. Donc, il y a toutes sortes de moyens d'optimiser son cerveau, son fonctionnement cognitif et émotionnel, son bien-être aussi. On a ce qu'on appelle les nutraceutiques, qui sont des dérivés finalement de substances naturelles qu'on trouve au niveau de l'alimentation. Ça peut être sous forme de comprimés, de gélules, etc. Et la diète elle-même, la façon dont on mange, ça a un impact important au niveau de la neuroplasticité. Une autre façon très, très efficace de générer de la neuroplasticité positive, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique, en particulier avec le jeûne intermittent, où on va jeûner pendant 16 heures, par exemple, puis on va avoir une période où on peut manger pendant 8 heures. L'exercice physique aussi, c'est un des très bons moyens pour induire de la neuroplasticité positive. C'est l'exercice physique. C'est l'exercice physique au niveau du cardiovasculaire, aérobique, mais aussi au niveau de l'entraînement musculaire, donc des étirements, par exemple. Ben, ça peut être travailler avec des poids ou des appareils. La stimulation cérébrale, ça, c'est une autre façon de faire. Il y a différents types de stimulation. Donc, on consacre une partie de la formation à ça. On peut aussi aller entraîner les ondes cérébrales par, c'est une autre forme de stimulation avec des sons, une stimulation acoustique. Ça peut être aussi très efficace. Le neurofeedback, mais ça, c'est une technique où on apprend à contrôler, générer sa propre activité cérébrale avec le temps. Et ça génère aussi de la neuroplasticité. On peut également faire ce qu'on appelle l'entraînement cognitif. Donc, c'est sous forme de jeu audio-vidéo. Et on nous présente des problèmes au niveau cognitif, des tâches au niveau attentionnel qui ciblent différentes formes de mémoire, par exemple. Et ça aussi, il commence à avoir des données qui nous montrent que c'est positif pour la neuroplasticité. Ça c'est assez récent comme découverte, certaines substances psychédéliques qui vont générer différents types de neuroplasticité, mais la neuroplasticité positive. Et sur cette base-là, sur ces découvertes-là, ben, les gouvernements dans différents pays en Occident ont recommencé à donner des permissions aux chercheurs pour faire plus de recherches là-dessus, mais aussi des permissions aux psychiatres
aux psychologues pour faire ce qu'on appelle la thérapie assistée par psychédélique en lien avec les troubles anxieux, la dépression majeure, puis aussi les traumas. Puis finalement, je parle également de d'autres formes de neurotechnologie, justement, pour amener de la neuroplasticité. Alors, ça termine ma petite présentation pour ce soir. Merci beaucoup, Mario, Hmm. pour ce survol de tous ces sujets intéressants qui constituent la neuroplasticité. Mhm. Euh, dans quelques minutes, moi, je vous donnerai un petit peu de détails sur la formation Ouais. elle-même que je vous Mhm. propose en ligne et en atelier aussi début juin chez Coaching Québec. Euh, mais j'aimerais prévoir peut-être un petit 10-15 minutes peut-être pour voir s'il y a des questions par rapport à l'exposé que vous a fait Mario. Euh, Si vous avez des questions, je vous demanderai, étant donné que vous êtes nombreux et je ne vous vois pas tous à l'écran en même temps, d'utiliser effectivement, comme deux personnes l'ont déjà fait, la petite icône pour lever la main. Comme ça, je vais pouvoir vous donner la parole au fur et à mesure que vous la demandez. Alors, j'ai Alex qui avait levé la main depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si Alex est avec nous. Alex Hull, Oui, je suis ici. posez. Puis il y avait deux questions en fait. La première, c'est en termes de bénéfices que ça apporte à la neuroplasticité, c'est à quel degré que c'est efficace ben, en fait, à quel degré ça nous amène genre les bénéfices? Au niveau de, ben, surtout les fonctions cognitives, différentes formes différentes catégories d'attention, différentes catégories de mémoire, capacité de raisonnement, résolution de problèmes, créativité, etc. C'est impliqué dans toutes les fonctions. Euh, le contrôle moteur, Puis c'est, c'est- c'est- est-ce qu'on va vraiment le voir ou c'est trop négligeable pour que vraiment on voit une vraie différence? ben, comme j'ai montré certaines études, là, vous voyez, on voyait des changements au niveau de la structure du cerveau en termes de matière blanche, matière grise, après seulement quelques mois, 8 semaines d'entraînement. Donc, oui, on voit des résultats rapidement. OK. Merci beaucoup. Puis deuxième question que j'avais, c'est tantôt vous avez parlé de transhumanisme. Puis tout ça, ben, ça Oui. m'amène à une question. Est-ce que vous pensez que copier un cerveau, c'est possible? Ah, j'ai perdu le. Ouais, moi aussi. Ah, OK, ben en fait, je me demandais, ben, c'est purement une question comme ça. C'est ben, genre reproduire un cerveau, est-ce que ce serait de quoi qui serait possible? Ah, vous parlez de l'intelligence artificielle? Non, ben Ah, vous directement. parlez biologiquement? Ouais, ouais. On est loin de ça. Très, très loin de ça, Ouais, ouais, pour merci le beaucoup. moment. Merci Alex pour les questions. Alors, Nadine avait une question. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, bonjour, enchantée. Moi, j'ai une question par rapport mettons, disons qu'on est en coaching, en hypnothérapie, en soins, en soins de donner aux autres. De quelle façon est-ce que je pourrais être amenée à utiliser la neuroplasticité et aussi à l'améliorer euh, quand, mettons, je suis en relation avec la personne en face de moi? Merci. Ben, ça, c'est discuté dans la formation, là. Toutes les techniques, vous voyez un exemple de relation d'aide où on sait que ça induit la neuroplasticité positive. C'est certaines techniques qui sont utilisées dans l'approche cognitivo-comportementale en psychologie. Surtout ce qu'on appelle le recadrage au niveau cognitif. Ça peut être l'attention sélective, etc., etc. Tout ça, c'est examiné dans la formation, mais en détail, là. Mais ce sont des exemples, ça, qui sont démontrés et qui sont très efficaces pour transformer positivement le cerveau. Donc, on va pouvoir être amené à l'utiliser et d'avoir un certain droit pour l'utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez là, ma question, mais Ah, ben ça, faire du recul, je veux dire, ça appartient pas à l'ordre des psychologues du Québec, ça.
faire du recadrage ou au collège des médecins. Ou, Donc, je veux dire, si c'est fait avec bienveillance, ça va être parfait. vous comprenez ce que je veux dire? Bon, on se comprend. Merci Nadine. J'ai Abdellah qui a une question. Oui, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup Bon, pour ce bel webinaire. Une question rapide, docteur. J'aimerais juste avoir votre avis sur la technique de stimulation magnétique transcrânienne qu'on commence à Oui, avoir depuis quelques années sur nos hôpitaux pour traiter des cas de oui. dépression, anxiété, etc. Est-ce que Mhm. ça ressemble un peu à ce que vous avez expliqué ou c'est un autre mécanisme? Ben, ça, dans la formation, c'est abordé dans le module où on parle de stimulation du cerveau, là. Fait que je regarde, on examine différents types de stimulation, mais effectivement, il y a de plus en plus de données qui nous montrent que l'efficacité est corrélée aussi avec le degré de neuroplasticité positive dans ces techniques-là. Mais ce n'est pas une panacée universelle. Il y a des gens que ça aide plus que d'autres. Euh, Ça dépend, mais c'est lié à la neuroplasticité, ça. C'est bien démontré maintenant. Ouais. Merci. merci Abdellah. Daniel a une question. J'espère qu'il y a juste une Danielle, c'est moi? Oui? Daniel Rigaud, oui. D'accord. Bonjour, bonsoir plutôt, docteur Beauregard. Deux questions rapides. Est-ce que j'ai bien compris que si la neuroplasticité est augmentée, les synchronicités vécues vont augmenter? Je sais pas si Ah j'ai bien. non, c'est la synchronisation entre des réseaux neuronaux dans le cerveau. Ça peut être Ah, dans les deux hémisphères ou à l'intérieur du même hémisphère, mais ce n'est pas les synchronicités dans la vie de tous les jours. ok, Mais j'ai mais c'est confondu. comme une forme de synchronicité pour les différentes régions du cerveau, si vous voulez. OK. Puis une autre Ouais. question rapide, vous avez dit que plus à la fin, plus on focus, plus il y a d'attention, plus la neuroplasticité va augmenter. Est-ce que ça signifie que si je vis dans la présence du moment présent, si je suis vraiment consciente, ça va augmenter ma neuroplasticité? Tout à fait. C'est ce que j'ai montré, là, quelques études d'imagerie cérébrale là, pour la méditation de pleine conscience. Exactement. La clé, c'est ça. Il y a deux trucs là-dedans. Il y a jusqu'à quel point on peut focaliser l'attention. Donc, ça veut dire calmer le petit hamster là, qui tourne en boucle au niveau mental et le degré de la puissance de votre intention aussi. Ça OK. aussi, c'est un autre paramètre qui influence beaucoup, finalement. Parce que je peux méditer le matin puis le soir, mais entre les deux, il faut que je vive dans le moment présent pour poursuivre l'amplification de méditation. Oui. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire trop de méditation parce que ça aussi, ça a été montré dans les dernières années. C'est que les gens qui, par exemple, dans des monastères, Ouais. qui méditent 5-6 heures par jour, finalement, il y a des études qui ont montré que ces gens-là deviennent lents au niveau cognitif. Mais Ils ont voyons, plus de, ils ont plus de difficultés à résoudre des problèmes arithmétiques, mathématiques, à résoudre des problèmes de la vie quotidienne, à raisonner, parce que là, ils sont trop dans un état modifié de conscience trop longtemps pour être bien adaptés euh, à la vie de tous les jours, eh, aux problèmes de la vie de tous les jours. eh bien. Hey, Ça merci. prend, fait que c'est la voie du milieu, encore une fois. Exact. Ouais, Exact. Merci infiniment, c'est tellement passionnant. Merci beaucoup. merci à vous. Merci Daniel. J'ai une question de Bibaldi. Salut tout le monde, docteur. J'ai une question. ¿Cómo la estimulación auditiva binaural peut augmenter le niveau de plasticité cérébrale? Oh, ben, on n'a pas tous les mécanismes là, dans le détail jusqu'au niveau cellulaire, mais moléculaire et tout ça. Ce sont juste des études là, qui nous montrent. On mesure ça au niveau plus comportemental avec des questionnaires au niveau de certaines fonctions. Donc, c'est comme ça quand on mesure des changements qui sont mesurables avec des outils en neuropsychologie,
des tests au niveau attentionnel, au niveau mémoire, peu importe, on assume à ce moment-là qu'on a des changements au niveau neuroplastique dans le détail, mais on n'a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais on a des études en électroencéphalographie qui montrent des changements en termes de quel type d'ondes sont générées au-dessus de quelle région du cerveau, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais que ça amène de la neuroplasticité. Merci. Mais une chose, la neuroplasticité, l'entraînement, c'est un peu comme l'entraînement au gymnase, au niveau musculaire. C'est que si on arrête de pratiquer, les gains qu'on a obtenus vont disparaître aussi. Puis même les changements dans le cerveau, par exemple, l'augmentation de matière blanche, matière grise, ça régresse aussi. À partir du moment où on arrête de s'entraîner, de se stimuler. Donc, Merci. on perd. Par exemple, s'entraîner, on voit ça avec des gens qui ont appris d'autres langues, une deuxième langue, une troisième langue. Après une année, s'ils ne pratiquent pas l'autre langue que leur langue maternelle, ils perdent les changements au niveau de la structure de matière blanche, matière grise dans le cerveau. Et c'est la même chose au niveau de la stimulation sonore, par exemple, puis d'autres techniques. Exactement. Merci Mario, merci Bibaldi pour la question. Une question de Jean-Charles. On ne t'entend pas, Jean-Charles. Ah, Pour le là, c'est mieux. micro. C'est bon. Oui, Ouais. oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. J'avais donc des questions. Vous avez parlé tout à l'heure comme quoi pour la création de neurones, on pouvait retrouver des substances qui les généraient naturellement, par exemple avec l'alimentation. Vous avez parlé de nutraceutiques. Oui, oui. Quelle sorte d'aliments procurent ces substances? Euh, Par exemple, les bons gras, donc les oméga 3 D'accord. en particulier. Et il y a des catégories aussi d'aliments comme les polyphénols. Ça, bon, vous trouvez là-dedans des bleuets, les raisins foncés, etc. Il y a aussi la curcumine, qui est le principe actif, la molécule active dans l'épice, là, le curcumin, euh, par exemple. Euh, D'accord. ouais. Euh, la, la- pour ce qui est des oméga 3, ça prend un dosage, bon, là, c'est d'une moyenne statistique de 1000 milligrammes par jour. D'accord. Et au niveau de la diète à date qui a montré les plus grands bénéfices au niveau de la neuroplasticité, c'est la diète qu'on retrouve en Méditerranée. Ok, oui, je vois. Donc, ouais, donc il y a du poisson, il y a des oméga, des huiles oméga beaucoup. Il y a des fruits, des légumes. Donc, il n'y a pas énormément Ah, ça a coupé moi de mon côté. Entendu Mario un peu. de viande rouge. Oui. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres formes de régime n'ont pas de bénéfices non plus, mais à date, euh, cette diète-là a été montrée comme ayant beaucoup de bénéfices en termes de neuroplasticité. D'accord. J'avais une autre question, c'était concernant, justement, vous avez dit que la neuroplasticité pouvait donc être influencée ou engendrée sûrement par l'intention. Euh, Ça a Oui, été assez vague. Il y avait l'intention, la conscience, l'entraînement, l'expérience. oui. Euh, C'est-à-dire l'intention, c'est-à-dire que, je sais pas, imaginons, genre, si je me dis, Ça, ah c'est bah j'ai envie d'être... c'est la charge associée à ce qu'on appelle la volonté. Jusqu'à quel point euh, vous êtes décidé à vous entraîner, par exemple, cognitivement. De la même façon que si vous voulez aller en gymnase, si vous voulez vous développer au niveau cardiovasculaire ou au niveau musculaire, l'intention est très importante, mais elle est importante dans tous les domaines de la vie, là.
Mhm. Mais c'est un facteur, c'est dans ce sens-là. D'accord. Et je me demandais aussi, par exemple, parce que d'un point de vue de la sexualité, on sait que c'est le cerveau le plus gros organe sexuel, parce que si on n'a pas la tête à ça, on va dire le reste ne fonctionne pas. Est-ce que Mhm. la neuroplasticité pourrait justement aider à soigner les gens atteints d'anorgasmie ou ce genre de choses? On n'a pas encore d'études à ce niveau-là, mais je pense que si les thérapies qui sont conçues, qui visent ça, euh, lorsqu'elles réussissent, elles ont des résultats positifs. De manière euh, nécessaire, elles doivent entraîner une certaine forme de neuroplasticité. Mais ça, c'est pas encore démontré, mais ça va probablement être démontré au cours des prochaines années. Parce que la transformation est associée intimement au phénomène de neuroplasticité. Toute forme de transformation au niveau psychologique. Hmm. D'accord. Et j'avais une dernière question, c'était concernant les substances. Donc, vous aviez parlé du LSD, donc ça, j'étais au courant, oui, qu'il y avait une stimulation au niveau de la création des neurones. Vous avez Oui. dit, à contrario, que les drogues venaient Les casser drogues, les les liaisons. drogues qui entraînent des. Ouais, le LSD, psilocybine, mescaline, euh, ça va tout dans le même sens. Ça, c'est des substances ce qu'on appelle les substances psychédéliques. Elles n'entraînent pas de dépendance au niveau psychologique ou physiologique, généralement. Puis elles n'ont pas de. Leur seuil de toxicité, là, c'est très, très, très élevé, là. Vous pouvez prendre une tonne de champignons, puis vous allez survivre. Par contre, il y a des drogues plus dures comme cocaïne, héroïne, morphine, l'alcool. Ça c'est lié au phénomène de dépendance, très souvent, d'addiction. C'est toxique aussi. Et il y a une grande différence parce que au lieu d'amener une expansion au niveau de la conscience, d'état élargi de conscience, ça restreint. Le- 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 les psychédéliques nous amènent au-delà de ce qu'on appelle l'ego, le petit moi, alors que les substances comme la cocaïne, l'héroïne, la morphine nous font nous replier sur nous-mêmes au niveau de la structure de l'ego, du petit moi. Oui, puis Nous en plus amène de pas vers un ça, état de conscience élargi. C'est complètement oui. différent. C'est différent au niveau des mécanismes neurochimiques qui sont impliqués aussi. Oui, puis les psychédéliques, ils vont créer des connexions neuronales qui d'habitude ne se font pas aussi naturellement. Exact. Oui, oui, Mais, c'est ce qu'on découvre. Mais ma question, en fait, elle est tournée sur la MDMA, parce que j'avais entendu comme quoi il y avait des thérapies qui étaient faites avec de la MDMA pour soigner les syndromes post-traumatiques. Et je me demandais Oui, si le mécanisme d'action, c'était justement de venir détruire des liaisons liées au non, traumatisme, ou si c'était non. d'en créer de nouvelles. Créer de nouveaux réseaux neuronaux en bloquant la recapture de sérotonine dans l'espace synaptique. Donc, tous les substances psychédéliques et le MDMA agissent en allant stimuler l'activité de la sérotonine, qui est un messager chimique majeur associé au bien-être, associé à toutes sortes de fonctions, associé à la régulation de l'humeur. Donc, la plupart par exemple, des antidépresseurs, ils vont cibler la sérotonine. Ils essayent d'augmenter le niveau de sérotonine dans le cerveau. Très bien, je vous remercie pour vos réponses. Mhm. Merci Jean-Charles. Daniel. Oui, bonjour. Merci pour cet atelier. Moi, j'avais une question. Vous dites 2 mois pour développer une neuroplasticité et Ça, c'est l'étude que... avec, euh, ça, c'est avec le programme MBSR. Mais ce que j'ai montré aussi, c'est que la neuroplasticité, elle débute quelques heures après l'entraînement. Puis le temps par jour ou par semaine qui est fait pour arriver mettons, à la troisième photographie que vous aviez là, Ben, du dans le cas développement de, du réseau, là. si on prend l'entraînement à la pleine conscience, on demandait aux participants dans l'étude de 20 minutes par jour. 20 Un minutes par entraînement, jour. oui. OK.
Puis ça, vous avez une étude pour la pleine conscience. Est-ce qu'il y a des études qui existent pour l'activité physique? Je vais tout présenter ça dans la formation. Ah bon, d'accord. Là, on n'aurait pas le temps parce que ça dure pendant des heures et des heures. OK. C'est parfait, Mais merci. oui, Mais à 20 minutes par jour pour la pleine conscience, il y a des études pour qui la ont pleine démontré conscience. que. Oui. OK. Mhm. Fait que si je pousse ma réflexion avec nos clients, si on peut induire que pour une nouvelle habitude, de minimalement faire un 20 minutes par jour pour augmenter les chances que l'habitude s'installe, c'est parce que des fois, là, tu sais, la motivation baisse, Mhm. puis ils disent ça marche Oui, pas. oui. Mais de déjà suggérer qu'avec un 20 minutes par jour, pendant 2 mois, on augmente les chances que le réseau se fasse bien puis que Oui, l'habitude quoique, s'installe. tu sais, comme scientifique, au fond, là, ben, là, je vous dirais, si c'est pas la même intervention que la pleine conscience, les scientifiques, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Donc, il faudrait que votre intervention, qu'on fasse on examine les individus, les clients OK. avant votre intervention et après, OK. pour dire, oui, votre intervention induit beaucoup de neuroplasticité. OK. Autrement, c'est une supposition. On suppose que oui. Oui. Ouais, c'est pour ça que je C'est tout ce dis, que, je pousse la c'est tout ce que je réflexion peux. Ouais, ouais. en hypothèse, là. Oui, oui. OK. Mais si Bon, vous ben voyez parfait. des changements au niveau du comportement, des changements au niveau cognitif, au niveau de la gestion des émotions, euh, vous êtes en votre droit d'assumer qu'il y a eu de la neuroplasticité. Puis parfois, on va voir des transformations là, un genre de switch qui se fait là, dans un comportement qui va beaucoup plus facilement s'installer sans qu'il y ait tout cet effort-là. Ça, est-ce qu'il y a des études? Comment Ben oui, ça. oui. Ben, Oui, c'est parce que là où ça demande le plus d'énergie pour l'individu, c'est au tout début pour la création des changements. Puis au niveau du système nerveux, ça prend plus d'énergie. Mais à partir du moment où, par exemple, vous avez créé un nouveau réseau avec votre intervention, avec le temps, le réseau devient ce qu'on appelle de plus en plus efficace. Il y a des mécanismes comme on appelle ça de la potentialisation à long terme. Tout devient plus facile pour le système nerveux lui-même et ça se traduit au niveau du comportement. Ça se traduit au niveau des capacités cognitives ou de. Ouais. Donc, c'est le moment le plus difficile, c'est le début. OK. C'est les premières heures, les premiers jours, premières semaines. Mais après, c'est beaucoup plus facile. Parfait. Il y a Merci. une adaptation qui se fait au niveau du système nerveux. OK. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Nom de Lucie. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, merci pour le partage de vos connaissances. Je ne sais pas si il y a eu des études ou si vous pouvez me partager un peu votre point de vue par rapport aux enfants. Quand on parle de plasticité, de travailler à développer potentialiser finalement la plasticité du cerveau chez les tout-petits. Quand déjà on a des indicateurs qu'un enfant est plus au niveau de l'attention, c'est difficile, on soupçonne toute la panoplie des troubles du déficit d'attention avec Mhm. hyperactivité ou ce que la Oui, mémoire de travail, c'est ça. l'autorégulation, etc., hein, tous Oui. les symptômes. Est-ce il y a des liens avec ça? Est-ce qu'il y a des approches qu'on pourrait travailler avec les enfants qui sont avantageuses, en fait? La bonne nouvelle, c'est que quand on est enfant, que comme adulte, mais comme je le disais, c'est un couteau à deux tranchants. Donc, l'enfant est plus susceptible aussi de neuroplasticité négative avec les facteurs environnementaux. Puis, il est plus influencé aussi par les facteurs au niveau biologique, comme la génétique. Euh, mais ça peut, même pendant la grossesse, ce que la mère consomme, Mhm.
ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire, est-ce qu'elle fume ou pas, est-ce qu'elle se drogue ou pas. Tout ça influence le développement du système nerveux beaucoup. Puis l'environnement aussi dans lequel l'enfant va grandir, ça a un impact énorme, plus grand encore que en tant qu'adulte, quand on est adulte. Parce que quand on est adulte, il y a moins de neuroplasticité, mais il y en a encore beaucoup. Mais l'enfant est encore plus malléable. Donc, de travailler sur les facteurs environnementaux, c'est sûr que c'est peut-être la première étape, mais au niveau de l'enfant lui-même, on pourrait travailler, par exemple, des techniques avec l'enfant, puis à partir de quel âge que ça pourrait être applicable, par exemple, tu sais, pour travailler, par exemple, l'attention, le déficit Oui, d'attention amène beaucoup oui, d'inconvénients. Pour un enfant qui va à l'école, là, ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont, oui. sur lesquelles on Il y a- peut... oui, il y a la technique probablement plus efficace pour les enfants, même les jeunes enfants, c'est ce qu'on appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est une Ah oui. technique qui permet à l'enfant d'apprendre à contrôler sa propre activité cérébrale. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que c'est très efficace cliniquement OK. pour tout ce qui est associé au déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, avec troubles de position, Oui. etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose abordé dans votre formation en juin ou c'est pas Oui, quelque chose que... Oui? oui, oui, OK. oui. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucie pour la question. Alors, on prendrait une dernière question peut-être pour clôturer cet échange et puis je vous donnerai des petites informations sur la formation elle-même si vous voulez. Oui, alors Mylène, ça va être la dernière question à Mario. Oui, en fait, je me demandais suite à tout ça si on parlait justement de la neuroplasticité négative. Dans le cas Mhm. où un enfant vit un trauma, est-ce qu'il va en vivre plus qu'un adulte? Ou c'est à peu Exactement. près... Oui, Oui, c'est ça. aussi. Parfait. Oui. Merci. Merci Mylène. Alors merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui ont posé une question. Merci Mario pour les réponses bien détaillées. Je vais prendre encore quelques minutes. On approche de la fin de cette rencontre. Je vais prendre encore quelques minutes juste pour vous parler un petit peu de la formation, quoique c'est ce que Mario a fait pendant toute la soirée. Je vais juste vous donner un peu des informations pratiques sur comment faire pour participer à la formation de Mario. Alors, il y a deux formations en fait qui sont disponibles par rapport à ce sujet de la neuroplasticité. Selon vos préférences, en fait. Vous avez la formation en ligne, optimiser son cerveau grâce à la neuroplasticité, qui est en ligne depuis quelques semaines, qui est une formation toute neuve, toute récente, là qu'on a tournée dans les dernières semaines, derniers mois avec Mario. Donc ça, vous la trouvez sur le site internet de Coaching Québec. Vous allez dans la rubrique formation en ligne et vous allez trouver ici optimiser son cerveau grâce à la neuroplasticité. Donc ça, c'est une formation que vous pouvez entamer n'importe quand et faire à votre rythme, qui est enregistré. Et on a la journée de formation sur le même thème, qui aura lieu en classe le 1er juin à Québec. Donc ce sera une formation en salle sur une journée complète. Et ça, vous la trouvez également sur le site internet de Coaching Québec dans la section formation en classe. Vous allez ici, développement personnel, optimiser votre cerveau grâce à la neuroplasticité et vous aurez les options également pour vous inscrire. Il y a deux options, participer à la journée complète ou participer à la journée complète. Plus le soir, on va se retrouver autour d'une table pour des discussions un peu plus informelles peut-être avec Mario aussi. Donc passer la soirée ensemble. Vous avez les deux choix sur le site internet. Si vous avez des questions, je vous invite à aller voir le site ou à nous écrire ou à nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir évidemment de vous répondre à ce sujet-là. Et on va terminer la soirée avec un tirage parmi les participants au webinaire de ce soir, là pour vous remercier.
on a décidé d'offrir une formation en ligne, optimiser son cerveau grâce à la neuroplasticité. Mm. Et moi, j'ai l'ensemble des noms des personnes qui étaient présentes et j'ai un petit système qui me fait sortir un nom au hasard et le nom au hasard qui sort est celui de Xavier Pouliot. Je ne sais pas Mm. si Xavier est encore avec nous. Est-ce que Xavier peut lever la main? Oui, bonjour, je suis là. Ah, Xavier est là. Alors, bravo Xavier, vous avez gagné un accès à la formation en ligne du docteur Beauregard sur la formation sur la neuroplasticité. Donc, nous, on a votre adresse courriel puisque vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Et donc, demain, dans la journée, vous allez recevoir votre accès pour pouvoir suivre cette formation en ligne quand vous le souhaitez. Excellent, On vous merci remercie beaucoup, c'est gentil. d'avoir. Oui, voilà. Ouais. Alors, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire un commentaire sur la soirée? C'est un petit mot de la fin de votre part. Là, je ne vais pas faire un tour de table parce qu'on est bien trop nombreux. Peut-être Mario, un mot de la fin pour toi, pour Ben, juste de dire tout simplement que maintenant, avec toutes les études sur la neuroplasticité, ben, euh, pendant longtemps, là, il y a beaucoup de problématiques de santé qu'on croyait qu'on pouvait pas rien faire, mais en réalité, c'est très rare maintenant qu'on ne peut pas absolument rien faire, même pour des accidents graves et tout ça. Donc, on a une grande capacité de transformation. Et ça, c'est bien supporté au niveau scientifique aussi. Donc, alors, c'est pour ça que c'est super important d'en apprendre, de connaître c'est quoi la neuroplasticité, c'est quoi les techniques qui permettent de générer de la neuroplasticité, etc. ouais, Pour ouais. la vie de tous les jours, là, c'est quelque chose d'important. Puis Mhm, moi, ce que j'enseigne, je le mets en pratique dans ma vie quotidienne aussi, mhm. depuis des années. Mm. Mm. Donc, un J'ai l'inten- sujet à. j'ai l'intention d'avoir une longue vie encore très productive. Donc, il faut que je sois très bien au niveau cognitif, gestion des émotions, tout ça. Alors, je peux C'est bien. témoigner que ça fonctionne bien. Mm. Merci Mario. Alors, ben, je vous remercie tout le monde d'avoir été présente ce soir, d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez recevoir un lien de toute façon pour le revisionner si vous le souhaitez. Vous avez les liens aussi pour aller chercher de l'information sur notre site internet ou sur le site internet du docteur Mario Beauregard, où il y a aussi beaucoup d'informations sur ces autres activités, parce qu'il n'y a pas que les activités chez Coaching Québec, il y a des conférences, il y a d'autres formations aussi Ouais. sur l'intuition, sur la créativité, etc. Je vous encourage à aller voir ça parce que c'est extrêmement riche et ça serait dommage qu'on se passe de toutes ces connaissances et de tous ces beaux exercices. Alors, Mario, un grand, grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Un grand Merci merci à à vous toi. tous. Ouais. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous revoir, peut-être lors d'une formation avec Mario. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Merci beaucoup, Nicolas. bonne soirée. Merci Bonsoir tout le beaucoup. monde. Bye.